très bien. Très bien. Merci beaucoup pour ce super film. Très touchant, je l'avais déjà vu à Groland lors du festival. C'est vrai que le revoir, ça m'a fait aussi replonger et voir d'une autre façon. Donc, merci. On va être installé. Du coup, Stéphane, c'est vrai que le film tourne beaucoup, et principalement, désolé, le son autour de la relation. Je vais faire l'interview. Autour de la relation père-fille, comment t'es venue aussi cet axe-là? C'était tout de suite une idée, une envie, ou est-ce que c'est bien sûr en rencontrant mes parents que tu as décidé d'axer là-dessus? En fait, quand j'ai commencé, est-ce qu'il marche? Non, il marche pas, celui-là, je vais pour le dire. Mais quand j'ai commencé donc en fait, j'avais envie de faire ce film depuis longtemps sur Yann, et quand la cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles est arrivée pile au moment où je voulais le faire, quoi. C'était le bon moment, et ils sont arrivés au bon moment parce que Yann en avait parlé. Et tout de suite, je me suis dit, il faut que je trouve l'axe du film, parce que d'abord, l'axe du film, c'était le cinéma d'Yann Bucoin. Ça, c'était déjà la collection des cinéastes d'aujourd'hui, c'était ça. Mais je me suis tout de suite mis dans le montage, en fait. Avant même d'avoir tourné le film, j'ai tout de suite monté déjà un premier film qui faisait 10 minutes. Et c'était avec les images que j'avais déjà tournées de Yann depuis très longtemps, plus les images de ses films. J'en revenais toujours à cette même idée où il y a la fille de Yann qui est toujours là. Dans La vie sexuelle des Belges, on voit la fille de Yann qui apparaît très peu. Dans Camping Cosmos, c'est un des personnages principaux du film, joué par Fanny Ancio. Et quand j'ai eu l'idée de reprendre Fanny Ancio dans mon documentaire, j'avais qu'une seule peur, c'est qu'elle me dise non, j'ai pas envie. Et là, je lui dis c'est fini, parce que alors là, mon scénario tombe à l'eau. Et puis elle arrive aussi dans le film de Yann qui s'appelle Sur Renaud Villevorde, où elle est dedans aussi, où elle participe à l'exécution du patron de Renaud. Et donc elle est là tout le temps. Et après, quand j'ai interviewé donc, à l'archiduc Arnaud, il y a le patron de l'archiduc qui est venu et qui m'a dit « Est-ce que tu connais cette BD ?» C'était 3-4 pages de la BD « Blues pour ma fille », avant que Yann tourne un film, un de ses premiers films, donc c'était sa période BD, et où il se représentait en joueur de jazz en train de penser à sa fille. Et donc c'est comme ça que d'ailleurs la bande-son du film est arrivée et que j'ai demandé à Olivier Terroigne de faire une bande-son avec... je lui ai dit, il me faut un saxophone, et c'est uniquement pour ça. C'est-à-dire, il n'y a rien à inventer, c'est que tout arrive au fur et à mesure, et donc la fille était là. Et c'est vrai que je pense que... D'ailleurs on le voit dans le documentaire, il y a un dialogue avec Yann et sa fille en train de dire... Mais la relation entre le père et la fille est très importante, mais ça passe à la trappe parce qu'il y a Lolo Ferrari. Le seul truc qui est commercial là-dedans, je crois que c'est l'histoire avec la fille, dans le sens où ça prend les sentiments des gens et que tous les pères qui ont eu des problèmes avec leur fille auraient pu s'identifier à ce truc-là. Et cette thématique qui est aussi la thématique du film de Yann, justement. Oui, et j'aurais pas pris cette thématique si le scénario d'Yann n'avait pas été aussi là-dessus, je pense. Ou alors je serais venu timidement le demander, mais de quel droit je serais venu pour parler de ça? Et donc quand j'ai vu qu'il parlait de ça dans son nouveau long-métrage, je me suis dit mais c'est parfait, ça colle parfaitement. Et l'idée aussi de faire le film en train de se faire, c'est aussi parce que d'un côté, Yann était en train de faire son film à nouveau, après L'Art du couple, donc ça faisait quelques années. Et moi, au même moment, je faisais mon documentaire sur Yann. Donc c'était obligé. Je pouvais pas... Et en plus, comme il parle de lui dans ses films, je ne pouvais pas éviter la première personne, quoi. Il fallait que je mette ce que je fais jamais, il fallait que je me mette dans un film. Voilà. Et toi, Yann, comment tu as rencontré Stéphane et comment ça s'est déroulé entre vous? On s'est vu à la Roulade, c'est ça hein Oui, au début, je crois qu'on s'est vu une fois une rétrospective de tes films Henri Schler, mais là, j'étais là comme spectateur. Donc. Oui. Et donc, je trouve ça intéressant, c'est un jeune gars qui est resté dans son village à faire de l'animation culturelle. En milieu hostile. Et donc,
Et je me dis, tiens, mais tu vas mourir ici, tu ne vas pas à Bruxelles. Et il m'a dit, oui, mais vous êtes déjà tellement nombreux à Bruxelles. Et voilà, il y a un côté chez Stéphane, je dirais pas presque obsessionnel, mais un besoin de souffrir, quoi. Un besoin de noirceur, d'être dans... Parce que bon, il est à Illouge, et ça vaut le coup d'y aller. Enfin, faut d'abord trouver. C'est près du festival de Dour. Moi, Ceux qui connaissent. Parce qu'en fait, ça indique vaguement, mais après, c'est pas la bonne route. Et tout d'un coup, tu te trouves dans un cul-de-sac. Et donc là, il y a un cul-de-sac, et là, il y a un sens interdit. Oui, et donc, il n'y a qu'une façon d'y aller, et c'est presque enfin, le petit pousset, quoi. Il faut chercher les cailloux. Et donc, je trouvais ça assez. Et puis, bon, il est obsédé par le cinéma, par. Voilà. Je trouvais ça. Il connaît tout, il voit tout. Et il aime Bob Dylan. Ouais. Donc, ce garçon ne pouvait pas tout à fait. Et bon, après, on a fait plein de trucs ensemble, parce que moi, il est un peu comme Michel Gaudour. Il l'appelle, il dit voilà, t'as pas quelques jours de vie pour venir filmer, et voilà. Et... Bon, Stéphane, comme il n'a pas une famille à nourrir. Oui, j'ai supprimé les enfants et tout, ça prend trop de temps, ça, tu le sais. Oui, c'est ça. Il n'a pas fait comme moi, donc mon anti. À chaque fois que je vois une femme, je dis, je veux faire un enfant, tout ça. Ah non, c'est pas vrai. J'étais l'homme qui ne savait pas dire non, quoi. Bon, après, je suis très fertile, il suffit de boire dans mon verre pour être enceinte. Là, je dis ça. C'est pas qu'il y a des problèmes de. Les hommes ont moins de. C'est ça, hein. Ah oui. On fait moins facilement des enfants, enfin, c'est autre chose. Et donc je l'appelle, je dis tiens, je vais à Shanghai, tu peux venir filmer, hop, il vient avec. Alors que je déteste l'avion. Dans le nord de la France, on va redistribuer les richesses dans le nord de la France. Ça, t'as pas montré d'image de. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Enfin, moi, j'aurais fait un tout autre film sur moi, évidemment. J'aurais montré que mes meilleurs moments, c'est une biographie non autorisée. Je vais te faire un procès. Ça peut faire de la pub, c'est bien. Bon, voilà, donc c'est bizarre de voir un truc sur soi-même, bon, qui. Et on se dit, tiens, pourquoi il n'a pas fait ça, pourquoi il m'a montré si gros. Parce que tu l'as fait, toi. Il y a des moments où je suis très svelte. C'était quoi la question? C'était bien. Vous êtes rencontrés tous les deux. Et quel était le processus? Du coup, c'est toi qui as été voir Yann, en fait? Oui, mais depuis longtemps. Donc, comme je filmais pour Yann, je voulais faire un film sur lui depuis très longtemps. Mais comme je filmais pour Yann, que ce soit à Grenay, à Shanghai, des trucs, je me dis si je commence un film sur lui maintenant, ça va être toujours un film dans le cadre de ses tournages, et donc il n'y aura pas vraiment de recul. Et après, donc entre-temps, j'ai fait un film sur Marcel Moreau, qui est un écrivain belge, mais expatrié en France depuis très longtemps. Et ça m'a pris un certain temps. Et pendant ce temps-là, donc, je ne tournais plus avec Yann. Et c'est à ce moment-là, à la fin du film sur Marcel Moreau, que je me suis dit ben ouais, il faut absolument que je fasse ce film sur lui. Donc je lui ai demandé. Et à ce moment-là, il y a la Cinémathèque qui a proposé à Yann de faire le film. Et voilà. Et c'est ton premier film? Non, mais premier film produit. Peut-être, oui. Il y a un travail aussi de musique dans le film assez important. Comment toi, Olivier, qui est compositeur du film, t'as travaillé sur tes compositions en t'inspirant aussi de l'œuvre de Yann, de son tempérament, j'imagine, de sa poésie, parce que c'est vrai que, comme tu le dis très bien en introduction, Yann, c'est quand même avant tout un poète, enfin t'as quelque chose de complètement et profond, et en même temps subversif, donc c'est les gens qui veulent caser, entre guillemets, ne peuvent pas caser, parce que t'as ce côté comme très sensible. Oui, il ne peut pas être réduit. Texte, etc. Et en même temps, tu vas faire des coups d'état et donc tu n'as pas peur d'aller. En fait, tu as ce côté action et réflexion, c'est quand même assez rare. Souvent, on est soit plutôt dans nos pensées intellectuelles, soit quelqu'un qui fait le fond, mais tout à les deux. Et c'est ce qui te rend inédit et unique. Comment, toi, Olivier, tu as travaillé aussi musicalement pour te coller au plus proche
du tempérament d'Yann et du film, bien sûr. Il y avait plusieurs choses. D'abord, c'est vrai que le côté un peu anarchiste, destroy de Yann se marque dans cette utilisation des guitares électriques complètement déglinguées avec une brabançonne au début. Bon, la brabançonne n'est pas de moi, mais avec un son de saxophone comme si c'était un saxophone éventré. Donc une identité belge en train de se déconstruire elle-même, parce qu'en fait, chez Yann, je pense qu'il y a un côté déconstruction de la Belgique. Il citait Michel Foucault, on pourrait citer Jacques Derrida, et donc c'est toute sa culture. C'est une culture aussi que je partage via ce que j'ai étudié en philo. Et donc il y a ce côté d'une part trash avec cette guitare électrique et ce jazz qui se déconstruit, et d'autre part j'ai voulu, à partir des indications de Stéphane sur le saxophone, donner un côté un peu nostalgique, un peu années 60, des musiques de jazz qu'on pouvait peut-être parfois diffuser le long des côtes, et il vient de ces générations-là, donc montrer justement ce côté plus sensible, plus nostalgique et mélancolique, parce qu'il est à la fois mélancolique et tragicomique. Et donc voilà. Et alors il y avait aussi effectivement ce travail du thème, parce qu'il y a un thème pour Marie, qui est le blues de Marie, il y a un thème pour Yann, la solitude de Yann, qui vient se télescoper avec un jazz un peu plus joyeux quand on passe du do bémol à l'archiduc, quasiment en un seul plan. Et puis alors il y a aussi des choses qui sont venues après la composition initiale, c'est-à-dire par exemple Michel Beautour qui avec sa bouche fait Prokofiev là, sur le tournage. Je fais bien la trompette. Et là, j'ai dit, j'ai réinterprété Prokofiev avec, en superposant sur sa bouche, et puis il imite les timbales, et je mets des vraies timbales, et puis tout d'un coup, je pars justement dans un côté Yann, on part du côté un peu classique, et je termine avec une guitare électrique, avec un beat assez agressif quand il escalade ce terri. Et donc voilà, et alors également quand Marie danse dans une image d'archive, je reprends le thème, il y avait une autre musique qui était liée à l'image d'archive, j'ai repris le thème de Marie, mais dans une espèce d'envolée un peu à la Tchaïkovski. Et puis alors à la fin, Stéphane ne m'avait pas demandé un générique de fin avec un texte, puis j'ai écrit ce texte, je l'ai mis en musique, et je vais les chanter, puis je me dis mais pourquoi pas demander à Alice qui jouait justement la fille, merci beaucoup, de Yann dans le film, ça crée un pont en fait entre les deux, et comme le film, justement un film dans le film, les multiples mises en abîme, les archives, le film en train de se faire, Fabien Ancieux qui reprend son rôle, voilà, c'est un film à tiroir, on est dans des poupées russes, voilà, qui sont trempées dans la friture belge. Stéphane, vous aviez déjà travaillé ensemble, tous les deux? Oui, sur Marcel Moreau, juste avant, oui. Et quelques clips que j'avais réalisés pour Olivier. C'est comme ça, en fait. La première fois, c'est un clip. Hein. C'est ça, tout part d'un clip oui. Qui s'appelait Banana Spritzig. Voilà. Sur la Coupe du Monde. Non, oui, je ne sais plus. C'est ça, sur la Coupe du Monde des Belges au Brésil. Tourné en un jour dans une voiture en plein jour, alors que ça devait être la nuit. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Est-ce que vous vous êtes fait chier? Vous vous êtes ennuyé, c'est ça. Parce que la première loi du cinéma, c'est ne pas ennuyer son public. Oui, je voulais vous demander, Yann. Oui, Yann, donc tu as rencontré à une conférence de presse Gélavski, tu as eu une polémique avec lui, apparemment. C'était quoi, au fond, le problème? Il y avait Moki qui était à côté de toi. C'était le médiateur, ça. Quels ont été vos échanges? Bon, c'était un débat. Sur la subversion. Sur la subversion. D'accord. C'est comme dans le festival du film d'amour, qui est maintenant le festival du film de Mons. Ils ont enlevé l'amour. Ah ouais. Peut-être après ça, d'ailleurs. Et donc, enfin, voilà. Moki disait toujours que j'étais le Moki belge, donc c'est tout à fait faux. Et donc, on était, bon, ça passait. Puis Zulassi, avec qui il avait été Zulassi? Lui, il a vécu plutôt le communisme, lui, dans sa chair. Oui, et toi, tu parlais toujours de communisme. Il
marié avec qui? Non, c'était... Oui, mais c'était après, c'était déjà fini avec Sophie Marceau. C'était celle qui joue dans une série, après. Ah là là. Je dis, putain, ce mec-là, C'était déjà fini, Sophie Marceau. Il est avec Sophie Marceau, quoi. Elle était là d'ailleurs, c'était pas elle, c'était l'autre, une actrice de série. Il était chiant, quoi. J'ai oublié son nom, quoi. J'étais là. Et je pense que Mais c'est le communisme, hein, En fait, il n'y a pas de conflit idéologique. Vous n'étiez pas d'accord. Mais sur le communisme, Ah oui, voilà, mais c'est bon, ça. le communisme, c'est... Lui, il l'a vécu. Il l'a vécu, c'est autre chose. Ce que je voulais dire, Bah oui. l'oppression et l'oppression. Lui, il l'a vécu comme ça, vraiment le communisme, comme une oppression, vraiment. L'escroquerie du mot communisme qui se passait en Pologne, quoi. Mm. Donc c'était une soumission totalitaire. Et moi, je voulais parler de l'idée du communisme où chaque heure est payée la même chose, qu'on soit médecin ou camionneur, quoi. Mhm. Enfin, que le camionneur est plutôt un peu mieux payé que les chirurgiens qui a fait ses études sur l'argent des travailleurs, quoi. Donc ça prenait cette... Mais bon, il n'a pas voulu, il n'a pas du tout voulu... Et ça durait quelques heures, hein. Ça dure au moins 2 heures, je crois. Oui, non, bon, ça durait quelques heures. Et Mocky, justement, qui est justement le révolté, lui, il était plutôt le médiateur entre les deux. C'est-à-dire qu'il essayait de faire le tampon entre Zulawski, qui voulait pas en entendre parler, et Yann, qui voulait en découdre. Et lui, il était vraiment entre les deux, quoi. Il essayait de tempérer les deux. Il n'a pas voulu se mouiller, en fait. Ouais, c'est pas, mais je crois que c'est vraiment le type qui... Enfin, Mocky, c'est aussi un de mes... Voilà, j'ai Bob Dylan, Yann Bucoin, Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Mocky, donc... il fait partie de mes dieux. Et je pense pas, je crois que c'est plutôt dans le style le vieux sage qui dit c'est fini, quoi. C'est-à-dire que il est pas totalement revenu de tout, mais il y avait un peu de ça chez Jean-Pierre Mocky. Et puis lui, son envie, c'était de faire des films. Il voulait faire des films et il l'a prouvé. Il faisait par an, il faisait 3-4 films. Donc c'était ça son ambition. Ce qui est l'ambition d'Yann aussi, mais Yann a aussi une ambition de changer le monde. Ce qui n'était pas le cas de Jean-Pierre Mocky. Ouais, c'est un échec garanti. Ben, c'était ce qu'il disait, allez Jean-Pierre, on va partir à l'assaut de la télévision pour imposer nos programmes, ils ne vont pas oser tirer sur des petits vieux, que Yann dit. Mais Jean-Pierre, il dit, tu rigoles, ils ont fait ça à Madagascar, il y a eu 300 000 morts, je ne sais plus ce que c'était à l'époque. Mais... Donc tout de suite, Mocky revenait dans le concret, quoi. D'attaquer la télévision. Oui, pour imposer des programmes. C'est ce que j'ai proposé beaucoup, moi, dans les réunions avec des cinéastes annuels où il y a le ministre de la Culture et enfin, tous les gens de la commission. Et j'ai toujours proposé d'attaquer, parce que tous les cinéastes se plaignent, ils ne sont pas d'argent, on ne les prend pas au sérieux. Enfin, aussi bien en Belgique qu'en France, parce qu'il y a les mêmes débats, enfin, il y avait les mêmes débats. Les mêmes réunions auxquelles j'ai assisté, et chaque fois que je proposais, bon, on a des millions d'heures d'images attaquant la télévision, et bon, voilà, on occupe, quoi. Et là, on sent bien qu'il y a très peu de monde qui veut y aller, quoi. Donc, les jeunes cinéastes qui se plaignent, mais je dis, mais enfin, allons-y, quoi. Tout avant la RTB, par exemple, ou VRT, on y allait comme ça. Maintenant, ils ont installé quand même des petits trucs avec des gardes. Mais avant, on montait sur la colline et on entrait, et voilà, il suffisait de prendre la centrale et on occupait, bah, comme je me souviens d'image de Roumanie, comme c'était la révolution roumaine. C'était tout ça. Loin une image fixe. Quelqu'un se souvient de ça ou bien il y a des jeunes dans la salle. Donc voilà, c'est ça, si on veut que l'image soit libre, il faut que les cinéastes occupent. Et il ne faut pas se plaindre. Et Jean-Pierre Mocky n'allait pas se lancer sur la RTB. Non. Voilà, Non, il a pris son cinéma, lui. Oui, il a acheté son cinéma. Il a pris un cinéma, le Roi d'Île. Et c'est vrai que, bon, après, il était très généreux, Jean-Pierre. Il disait, quand tu viens à Paris, on va montrer tes films, tout ça. C'est toujours. Justement, parce qu'on voit que tu. Je sais pas comment
devant le palais ici à Bruxelles. Je n'entends pas ce que tu dis. On voit que tu fais des actes subversifs et t'as pas peur d'y aller, tu caches une statue, etc. Qu'est-ce qui s'est passé après ces actes-là? J'appelle pas ça des actes subversifs, j'appelle ça des besoins de vie, des Non, besoins d'amour, des besoins de tout de suite. Enfin, Lacan expliquerait ça mieux que moi. C'est voilà, on veut les choses, quoi. On veut que ça se fasse tout de suite. Et voilà, il faut casser le... Oui, mais tu t'en es sorti du coup, t'as pas été. Mais c'est parce que quand tu fais ça, tu réfléchis pas, c'est très instinctif, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose de délibéré, de théorisé. On n'a pas fait beaucoup de livres là-dessus. Enfin bon, c'est une base d'y aller, quoi, de créer des situations. Voilà, c'est ce que des gens ont théorisé, hein, mais et dans les happenings, c'est toujours la même chose. Donc voilà, il faut y aller, et donc faut aller plus loin que la fiction. Parce que bon, on peut faire des grands livres, des grands trucs, mais en fait voilà, ça peut être très bien écrit, mais ça va nous apporter quoi? Enfin, c'est Proust dans son lit. C'est long à lire, quoi. Enfin, quand le livre Proust, dans ça là, tu vis pas. Tu ne rencontres pas des gens, tu fais pas des... Et je pense que ça, c'est des... Comme le cinéma aussi, comme maintenant aussi, l'important, c'est pas le film, en fait. C'est les gens qui se rencontrent. Et donc, petit à petit, on sent que c'est ça qui est mis en danger, quoi. Les lieux de rencontre. Et comment on est l'art? C'est un prétexte. Moi aussi, je fais des cinémas, c'est un prétexte. Ça, je rencontre des gens, puis voilà. Mais le film en lui-même, ouais, ça passe au second plan. Oui, c'est l'aventure de faire le film. C'est l'aventure, oui. C'est pour ça que je t'avais proposé, si on avait une distribution dans le midi, et toi avec tous tes rêves de cinéma, de cinéaste et de besoin de jeunesse, et moi comme un espèce de vieux loup qui comme dans les puppet show, qui regarde ça du balcon, qui dit bon. Et c'est un beau projet, ça. Bon, on ne va pas arriver à le monter, ça. Donc, pendant qu'on va présenter nos deux films, hein, donc, tu vois, c'est ça l'idée. Aller de salle en salle, et puis moi j'aurais fait des frites, c'est pour attirer dans les rues, amener les gens, dans le bistrot, tiens, vous n'avez pas voir mon film. Et ça aurait été le film en fait, plus que les deux films qu'on avait montrés. Oui, toi, ce qu'il a dit, c'est de créer l'aventure. Ça vient abuser, quoi. Oui, c'est ça. Steph fait exactement la même chose. Il filme constamment et en fait, il fait des films pour pouvoir inviter des gens, même s'il se plaint qu'il n'y ait pas assez de monde, etc. Et pour filmer ce qui se passe, quoi. Et tous les accidents, et un peu comme Yann de Michel disait qu'il était mis en scène, en fait, sa vie c'était un jeu, etc. Stéphane fait beaucoup ça, hein, avec ses amis, etc. C'est intéressant parce que finalement on sort des choses de soi-même. On ne sait plus qui on est, mais il se passe toujours des choses. Et ici, par exemple, avant, il filme les arrivées, les dialogues à la volée. Alors voilà, il va en sortir quelque chose qui... Merci à vous, merci d'être venu voir le film, et merci à Yann, merci à Stéphane, merci à Olivier d'avoir participé. Merci.